Bienvenue dans Oser la reconversion, le podcast numéro 1 sur la reconversion. Je suis Claire Virose, ancienne avocate d'affaires, j'ai tout plaqué pour réaliser mon rêve. Et ça a été la meilleure décision de ma vie. Si toi aussi tu as choisi une carrière par défaut ou pour faire plaisir à ton entourage, tu te demandes ce que tu fais encore dans ton job, découvre ici chaque lundi des invités qui te ressemblent et qui ont osé la reconversion dans tous les domaines. Ils nous racontent leur success story pour à ton tour oser la reconversion. Aujourd'hui, j'accueille dans Oser la reconversion Iris Sarah Guess. Après avoir été mannequin et influenceuse avec sa sœur jumelle sous le pseudo Guess Twins et suivie par plus de 300 000 abonnés, Iris Sarah est devenue conseillère en images. Elle propose des sessions de colorimétrie et personal shopping. D'origine algérienne, Iris Sarah déménage à Paris à 18 ans avec sa sœur jumelle pour commencer ses études post-bac en école de commerce. Elles sont très vite repérées pour devenir mannequin avec sa sœur jumelle. Elles lancent donc leur compte Instagram en duo sous le pseudo Guess Twins où elles partagent leur look très coloré. Les sœurs Guess Twins participent à l'émission Beauty Match, une émission de relooking qui les propulse de l'anonymat à la notoriété. Elles sont du jour au lendemain reconnues dans la rue et suivies par plus de 300 000 abonnés. Elles collaborent avec les plus grandes marques comme Jean-Paul Gaultier et participent au Fashion Week de New York, Milan et Paris. Aujourd'hui, Iris Sarah est devenue conseillère en images. Elle a créé son agence Fashwack et partage son activité entre des sessions de personal shopping, de colorimétrie et de sessions de tri de penderie. Iris Sarah développe également son activité à destination des entreprises et a récemment réalisé une session de colorimétrie pour les clientes VIP de Louis Vuitton. Alors avec Iris Sarah, on a évoqué sa vie en Algérie et son arrivée à Paris, sa passion pour la mode, la réalité de travailler avec sa sœur jumelle, comment elle s'est formée au métier de conseillère en images, comment en vivre et ses anecdotes de sessions de personal shopping avec ses clientes qui sont parfois plus de la thérapie psychologique. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Iris Sarah. Bonjour Iris Sarah, bienvenue dans Oser la reconversion. Bonjour, merci pour l'invitation. Je suis très contente d'être là. Alors, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Iris Sarah, j'ai 27 ans, j'habite à Paris. Je suis aussi dans l'influence, un peu comme toi. Et aujourd'hui, je suis aussi dans conseillère en images et personnel shopper, experte en colorimétrie depuis maintenant 2 ans et demi, 3 ans. Alors, t'as pas du tout commencé dans la mode initialement, t'étais plutôt voie école de commerce. Bon, on dit que les écoles de commerce ça mène à tout, mais qu'est-ce qui t'a amené à commencer par une école de commerce plutôt que de commencer directement par une école de mode? Alors, en fait, j'ai fait un lycée français en Algérie, donc j'ai vécu là-bas toute ma vie jusqu'à mes 18 ans. Et là-bas, c'est vrai qu'on est assez, on va dire que c'est assez fermé pour les femmes. On nous oriente pas trop au niveau de ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire. On a aussi l'image de nos parents qui ont fait des grands métiers comme la médecine, avocat, etc. Mais du coup, j'ai décidé avec ma sœur jumelle de faire une école de commerce parce que justement, ça ouvre à tout, comme tu dis. Et on a passé un concours, une école qui est venue dans notre lycée en Algérie. On a eu le concours et ça nous a mené à arriver à Paris en 2015, pour être exact. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire une école de commerce, juste parce que ça vraiment, ça ouvrait à tout et que je savais pas du tout ce que je voulais faire. Et quand tu dis que vous n'êtes pas trop conseillée en tant que femme, c'est plutôt vous êtes pas amenée à faire des choses créatives ou juste on s'occupe pas vraiment de vous, de vos carrières? Comment tu l'as senti? Oui, c'est plutôt qu'on s'occupe pas trop de notre carrière parce qu'en fait, la femme là-bas, en fait, c'est assez difficile à dire, mais elle est vraiment menée à juste se marier et puis faire des enfants. Mais heureusement qu'on était dans cette optique de faire un lycée français, un collège français, donc toute la culture un peu européenne pour sortir un petit peu de cette bulle et mentalité algérienne. Donc ça allait déjà mieux là-bas. Mais énormément de personnes que je connais, enfin que je connaissais à l'époque, sont revenues en Algérie parce elles se sentaient pas épanouies en France, parce que justement cette mentalité-là les a trop influencées. Donc moi je remercie ma mère qui nous a un petit peu sortis de cette sphère-là pour nous orienter vers la France et la belle France, la belle Europe et la belle mentalité surtout. Donc voilà. Et comment ça s'est passé votre arrivée à Paris alors? Bah c'était un peu la folie. Ça faisait peur et en même temps, c'était génial de découvrir un nouveau monde parce que finalement, en Algérie, on faisait pas grand-chose. C'était lycée et dodo. On voyait nos amis chez eux ou chez nous. On sortait pas beaucoup. Donc vraiment, c'était la découverte d'une nouvelle ère parce qu'on sortait tout seul, sans l'autorisation de nos parents. On avait vraiment une nouvelle vie d'adulte alors qu'on avait à peine 18 ans, quoi. Ok, donc c'était le côté un peu tout est possible.
Comment ça s'est passé? Donc vous faites 5 ans en école de commerce et puis comment tu vois un petit peu la suite à ce moment-là? Alors oui, on a fait 5 ans en école de commerce. Dès la première année, on a été repéré par une fille qui était en deuxième année et qui voulait nous prendre en photo pour la marque où elle travaillait à l'époque. Elle était en stage. C'était une marque très colorée et qui avait tout de suite adoré notre profil. Donc on a commencé à faire des photos dès la première année. Et c'est devenu une passion en fait, la photo, la mode, surtout qu'on aimait déjà tester plein de styles différents. Et c'est sorti de là. C'était un peu par hasard. Ouais, c'était par hasard, on a vraiment adoré, ça nous est tombé dessus. Voilà. Et alors, c'est à ce moment-là que vous avez décidé de lancer votre compte Instagram? C'est peut-être 2 ans plus tard. Donc c'est vrai qu'on avait beaucoup de contenu pendant 2 ans, on a fait des photos avec des photographes. On avait chacune son compte personnel. Et 2 ans plus tard, on s'est rendu compte que ça pourrait être un énorme concept de faire un compte à deux jumelles. À l'époque, ça n'existait pas encore. Il y avait très peu de comptes Instagram influence. Et on s'y connaissait même pas encore. Je pense que le mot influence n'existait pas. Donc, on s'est juste décidé à lancer un compte toutes les deux, un blog, un genre de blog finalement. Et voilà, c'est ça, c'est arrivé ici, à ce moment-là. Donc en fait, vous avez commencé plutôt en tant que modèle, mannequin, qu'influenceuse. Oui, exactement. À ce moment-là, tu voyais ça plutôt comme un hobby? Voilà, je voyais ça vraiment comme un hobby. Je m'attendais pas à ce que ça apporte de l'argent. Encore à ce moment-là, je savais pas ce que je voulais faire. Donc, je m'orientais vraiment vers des stages dans la mode et je me disais que je verrais plus tard où est-ce que ça me mènerait. Tu te voyais travailler dans un magazine, RP, qu'est-ce que tu voyais à ce moment-là? Exactement, je voyais vraiment ça comme peut-être travailler dans un magazine de mode pour la presse parce que j'aimais vraiment ça, les blogs, les articles. Mais finalement, RP, je savais pas du tout ce que c'était encore. Donc, c'était un peu la découverte aussi du monde du travail. Et alors, comment ça s'est passé à la fin de tes études? Donc, un peu où t'en étais par rapport à l'influence, par rapport à ce que tu voyais? Comment t'as vécu la fin de ton école de commerce? Alors, en quatrième année, au retour de l'expatriation, on a contacté une émission de télé qui s'appelle Beauty Match. Cette émission, elle passait sur TFX à l'époque et on a été choisi pour y participer. C'est une émission de relooking et de stylisme pour des personnes à problématiques différentes, donc des personnes qui ont soit pris du poids, soit qui n'ont pas de style vestimentaire précis. Et on a concurré contre deux autres influenceuses. Et nous, on était encore personne à ce moment-là, juste un petit compte qui aimait la mode. Et ça nous a propulsé parce qu'on a gagné cette émission. Ça nous a propulsé, on a gagné 60 000 abonnés du jour au lendemain. Et on était encore étudiante, donc en quatrième année. Et c'était fou parce qu'on savait pas du tout ce que c'était qu'être influenceuse. Donc cette communauté-là, on l'a très mal gérée. Et on l'a mis de côté parce qu'on préparait notre Master 2. Donc on postait très peu. Et puis il y a eu le Covid. Et comment tu l'as vécu? D'un côté, t'as été reconnue dans la rue du jour au lendemain. Comment ça s'est Du passé? jour au lendemain, on nous reconnaissait dans la rue, on nous demandait des photos. On nous faisait des compliments, c'était fou, hein. On a vraiment apprécié ce moment-là. C'était très sympa de communiquer avec des gens dans la rue. Franchement, ça arrive encore aujourd'hui, ce qui est drôle. Mais voilà, c'était très nouveau. On était assez surpris de l'impact qu'on a pu avoir sur la télévision et sur les réseaux sociaux. Et tu penses que vous l'avez mis de côté inconsciemment parce que vous avez été un peu dépassé, vous avez peut-être eu peur aussi un petit peu? Peut-être pas de la peur, mais vraiment dépassé par ce que c'était. Donc 60 000 personnes à gérer, enfin, qui te demandent de poster des photos tous les jours. C'était impossible parce qu'on ne le faisait pas à l'époque. C'était vraiment arrivé du jour au lendemain, dans la semaine de la diffusion. Et surtout, on était étudiants, donc on n'avait aussi pas le temps. Donc c'était aussi un choix qui était logique. On allait clairement privilégier le master plutôt que les réseaux sociaux. Et alors, donc comment ça se passe? Donc là, t'es en quatrième année. Et comment ça se passe à la fin de la cinquième année? Donc, cinquième année, on passe notre master. Voilà, on arrive à avoir notre diplôme pendant le Covid. Donc, on était toutes à distance. Ma sœur et moi, on habitait ensemble, donc on a pu se lancer sur les réseaux sociaux à ce moment-là, parce qu'on s'est dit que c'était l'opportunité, sachant qu'il y avait très peu d'employeurs qui prenaient des nouveaux diplômés. Il y avait énormément de chômage partiel. C'était vraiment pas la bonne période pour essayer de trouver du travail. Donc, on s'est dit que c'était ce moment, c'était maintenant ou jamais qu'il fallait tenter les réseaux sociaux, sachant que tout le monde était connecté, parce que tu n'avais rien d'autre à faire qu'être sur ton téléphone à ce moment-là, pendant le Covid. Et alors, comment ça s'est passé? C'était un peu comme vous l'aviez imaginé?
C'était assez compliqué parce qu'on a perdu peut-être 10 à 20 000 abonnés qui nous ont unfollow pendant la période du master, sachant qu'on ne postait pas. Et puis le reste était assez inactif, donc c'était comme recommencer à zéro. On a créé un nouveau compte TikTok, on essayait de suivre les tendances et on l'a fait un peu aussi de façon naturelle, côté divertissement, mode, pour essayer de toucher le maximum de personnes. Et ça a pris très vite. Et tu penses que ça a marché parce que vous aviez un profil différent? Enfin, à quoi tu l'attribues, tu vois, ce succès? Parce que ça a été assez rapide. Oui, ça a été très rapide. Moi, je pense que oui, le côté jumelle a énormément joué. Ça a fait que c'était assez atypique, que ça intéressait vachement. Et le côté jumelle qui ose au niveau de la mode, on osait porter des choses que personne ne pouvait forcément porter dans la rue, que personne ne pourrait vraiment assumer. Donc ça aussi, je pense que ça a attiré beaucoup la curiosité des autres et voilà. Oui, parce que c'est vrai que vous avez un style très anglo-saxon, Mhm. plus que le côté Français, ouais. français un peu élégant, minimaliste. Ouais. C'est ça. C'est vrai qu'on fait presque tâche à côté des petites bobos parisiennes. Et donc très vite, vous avez collaboré avec pas mal de marques, vous avez fait les Fashion Week. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu voilà, comment ça s'est passé à ce moment-là? Alors, c'est vrai que la Fashion Week, j'en ai pas parlé, mais on a commencé au culot. On envoyait des mails alors qu'on était encore personne. Ça, c'était en troisième année déjà, vu qu'on avait déjà une énorme passion pour la mode. On voulait absolument participer au défilé et faire partie de ce monde-là. Donc, on envoyait des emails. À l'époque, c'était vraiment mis à disposition de tout le monde, les mails presse, etc. Je pense que toi aussi, tu l'as vécu. Et puis finalement, on a été invité à pas mal de défilés et c'est comme ça qu'on a aussi pu avoir des photos, du contenu, des articles presse sur nous et qu'on a pu aussi faire trois villes, donc Paris, Londres et New York au niveau des Fashion Week. Ça, c'était en 2017. Et plus tard, avec l'influence, ça a encore plus aidé parce qu'ils ont vu qu'on avait vraiment une communauté, donc on avait beaucoup plus de d'invitations orientées luxe aussi, donc Kenzo et d'autres marques qui nous invitaient. C'était très sympa. Oui, parce que alors, t'en as pas parlé, mais vous avez fait le casting pour Gucci. Oui, donc ça, c'était l'an dernier, il me semble. Ouais, c'était ça. L'an dernier, on a été contacté par Gucci pour faire leur défilé Fashion Week à Milan. Je sais pas si tu en as entendu parler, mais ils ont fait défiler que des jumeaux. Et voilà, donc on a fait partie du casting, donc 200 jumeaux qui ont été invités à Milan. Dans le même hôtel, c'était un autre monde. Tu descendais les escaliers, tu voyais d'autres jumeaux. Enfin, tout le monde était habillé pareil pour un petit peu essayer de pousser leur profil. Et c'était une belle expérience, même si on n'a pas été choisi, de rencontrer autant de jumeaux et de pouvoir partager aussi notre expérience jumelle avec les autres pour voir si tout le monde a à peu près la même vie de jumeaux jumelles ou pas. Et alors, justement, c'est comment de travailler avec sa sœur jumelle? Alors écoute, ça n'a pas été la joie tout de suite, sachant qu'on habitait ensemble, en particulier pendant le Covid où on était confinés. Donc il n'y avait pas forcément d'autres choses à faire à part rester chez soi, travailler et, euh, et voilà. Donc beaucoup de disputes logiques entre frères et sœurs. Mais encore plus quand on doit travailler ensemble, c'était plutôt compliqué. Donc j'avais pris la décision de déménager toute seule un an plus tard, et ça a beaucoup aidé. Ça a boosté notre productivité, l'entente, et on se voyait vraiment pour travailler et plus moins pour juste se disputer, quoi. Oui, en fait, ça doit être assez difficile de cloisonner un peu le côté pro, perso, de voilà, quand est-ce qu'on est sœur et quand est-ce qu'on est un peu collègue. Oui, c'est ça, c'est important, sachant qu'on partage aussi le même cercle d'amis, donc on traîne avec les mêmes personnes. Donc franchement, travailler ensemble, habiter ensemble et voir les mêmes personnes, c'est pesant. Et alors, c'est comme ça que tu as eu envie de faire du conseil en image pour avoir quelque chose un peu plus à toi. Comment ça s'est passé? Bah finalement, on a fait une formation séparée. Donc moi, une formation en conseil en images et colorimétrie. Et ma sœur a fait une formation en personnel shopping. Mais finalement, je crois que ça lui a pas plu tant que ça. Donc elle n'a pas donné suite à cette possibilité de carrière. Et moi, du coup, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur ce que j'aimais faire. Cet accompagnement shopping, les couleurs, le coaching en images en lui-même, le stylisme, le relooking, c'était vraiment, ça m'a ouvert les yeux sur finalement ce que je voulais faire pour toujours, quoi. Parce que l'influence, on ne sait pas si ça va
s'arrêter un jour, c'est assez instable comme métier. Donc, je savais que je voulais créer une agence de conseil en images au moment où j'ai fait la formation. Et juste après, c'était une formation assez rapide sur un mois. J'ai décidé de lancer un compte Instagram, mon agence, mon site internet. Et j'ai utilisé justement mon compte Guestwings pour propulser un petit peu cette nouvelle activité. Et c'est comme ça que j'ai touché mes premiers clients. Alors, justement, comment t'as décidé de faire la formation? Comment ça s'est passé? Et puis, est-ce que tu peux nous donner peut-être le nom de la formation pour des auditeurs qui voudraient se former aussi? Oui, alors malheureusement, l'école que j'ai faite a fermé ses portes. Je ne sais pas pourquoi. Ils ont juste posté un message sur leur site internet comme quoi ils allaient plus prendre d'étudiants et que l'école avait fermé. C'était l'école J. à l'époque, qui se situe à Boulogne-Billancourt. Donc cette formation, c'est une formation de conseil en images, accompagnement shopping et colorimétrie. Donc on apprenait toutes les bases de la mode, des morphologies et de la théorie des couleurs. Et comment t'avais eu envie de faire cette formation avec ta sœur? Finalement, on a toujours été sollicités par nos proches pour les aider à aller en shopping, les conseiller juste pour leur look, etc. Et nous, finalement, c'est aussi quelque chose qu'on partageait sur les réseaux sociaux, des conseils en look, des conseils en mode. Et on s'est dit que ça pourrait être sympa de vraiment en faire un métier. Donc, on a cherché des formations. Et alors, c'est rigolo parce que je trouve que l'influence, c'est un nouveau métier, voilà, on ne sait pas trop où ça va aller. Mais en même temps, colorimétrie, personal shopping et conseil en images aussi. Donc, c'est intéressant d'avoir ton avis un petit peu là-dessus. Toi, tu vois plus d'avenir dans le conseil en images que dans l'influence. Comment tu vois un petit peu le... Je parle pas forcément pour toi, mais plus tu vois en termes de métier. Je pense que l'influence restera pour les personnes qui apporteront vraiment une valeur ajoutée à leur contenu et pas seulement partager leur quotidien, parce que je pense que ça intéressera moins plus tard. Mais le conseil en images, en fait, ça existe depuis très très longtemps, depuis les années 80. Ça a été évidemment créé aux États-Unis. C'est de là-bas que tout vient. On est un peu en retard. C'est quand même un métier à part entière. Depuis très longtemps, les gens en vivent aux États-Unis, en Angleterre. En Corée du Sud, sache que pour la colorimétrie, il y a des boutiques de couleurs où tu peux juste entrer et demander ton analyse de colorimétrie. Et c'est tellement démocratisé ailleurs que je me dis que c'est certain qu'en France, d'ici quelques années, ce sera pareil. Donc, je préfère être une des pionnières en France pour être une référence d'ici peut-être quelques années. Et oui, je vois finalement les deux métiers, les deux domaines sont à prendre, hein. C'est vrai qu'en fait, j'ai l'impression que tout ce qui est conseil en images, c'est un métier un petit peu de l'ombre, entre guillemets, parce que c'est vrai que moi, dans mon quotidien, je rencontre des personal shoppers, des conseillers en images, mais les gens ne partagent pas forcément sur les réseaux sociaux. Et donc, c'est vrai que c'est un métier qu'on ne connaît pas trop, qui paraît un peu, voilà, on n'est pas forcément au courant que ça marche aussi bien et que ça existe. En fait, ça existe, mais les gens associent ça à la vente. C'est comme les Galeries Lafayette qui ont leur propre personnel shopper. En fait, c'est de la vente et c'est pas vraiment des conseils ou un accompagnement sur 2 heures pour t'aider à trouver la tenue en fonction de tes couleurs et de ta morphologie. Donc, c'est pour ça que maintenant, on se rend pas trop compte du personnel shopping en France, alors qu'en Angleterre, c'est vraiment ce que c'est, quoi. C'est du personnel shopping, de l'accompagnement privé, personnalisé. Et peut-être qu'un jour, ça arrivera. Et alors, donc, tu as créé ton agence Fashwack, donc ça s'écrit Fashouak. Donc, je mettrai les liens pour les auditeurs. Est-ce que tu peux nous présenter toutes vos activités, tout ce que vous faites avec l'agence? Alors, bon, pour l'instant, je suis toute seule. J'avais eu une stagiaire quelques mois, mais c'était terminé. Puis, j'ai développé depuis maintenant 2 ans et demi 3 grands services. Donc, l'accompagnement shopping. Donc, c'est être accompagné en boutique pendant 2 heures pour trouver ton style vestimentaire dans un premier temps. Accompagné sur différentes boutiques pour trouver 5 à 8 looks qui permettent à ta morphologie de ressortir de façon divine. Mettre en valeur ta silhouette aussi en fonction de tes complexes, etc. Et puis, on a l'analyse colorimétrie qui, elle, se fait soit à distance pour les personnes qui ne sont pas à Paris, mais qui aimeraient quand même découvrir leurs couleurs. Donc, j'arrive aussi à leur demander des photos en amont pour pouvoir l'analyser. Ou chez moi, donc j'ai un petit atelier côté un petit showroom que j'ai aménagé dans mon salon pour pouvoir
recevoir des clientes ou des clients qui aimeraient découvrir leurs couleurs. Et ça, je le fais en analyse draping, ça s'appelle. Et pour finir, j'ai un tri de penderie. Donc, je me déplace chez le client pour soit créer des looks, soit faire le tri et lui lister des basiques ou des pièces dont il a besoin en fonction de mon analyse de sa penderie, de son placard. Et alors, comment tu organises tes activités? Qu'est-ce qui marche le mieux? Est-ce que tout est homogène? Est-ce qu'il y a une activité que tu fais plus? C'est par période. Par exemple, en hiver, il y a énormément d'accompagnement shopping. Là, en été, enfin l'été arrive, les beaux jours arrivent, j'ai énormément de bookings de colorimétrie parce que j'ai l'impression que les gens osent porter de la couleur que lorsqu'il fait soleil. Ça m'a vraiment impressionnée de voir autant de personnes soudainement intéressées par les couleurs. Mais enfin, mieux vaut, euh, mieux vaut au moins une saison que pas du tout. Et alors, c'est quoi l'analyse draping? Analyse draping, c'est du coup plusieurs foulards à poser sur le visage dans un ordre précis pour trouver d'abord ta température. Tu vas avoir un sous-ton soit chaud, soit froid. Et puis petit à petit, on va découvrir ta saison. Donc on a 4 saisons. On a été, hiver, printemps, automne. Donc printemps et automne, ça va être les sous-tons chauds. Et été, hiver, ça va être les sous-tons froids. Et voilà, on appartient tous à une de ces saisons-là. Et c'est grâce à la technique du draping que j'arrive à déterminer la couleur. Et vous repartez aussi avec votre petite palette de couleurs personnalisée. Et alors, qui sont tes clients? Donc, tu disais que ça avait d'abord bien marché grâce à ton compte Guest Wins. Voilà, comment tu arrives un peu à trouver tes clients? Alors, j'ai aussi créé une Airbnb expérience. Je ne sais pas si tu connais. C'est pas des logements, c'est vraiment des expériences. Donc, il y en a énormément. Il y a des tours en bateau, il y a des tests de restaurants gastronomiques, il y a comment faire son croissant, comment faire ses macarons. Et moi, j'ai un accompagnement shopping qui touche uniquement les touristes parce que c'est eux qui connaissent le principe de Airbnb expérience. Donc, ça me permet de toucher des internationaux comparé à mon site internet qui touche uniquement des Français. Ah ouais, donc c'est quoi? C'est plutôt des Américains? C'est 80% d'Américains, je dirais, et le reste, c'est un peu européen et asiatique. Et alors, comment ça se passe de faire du personal shopping? Parce que bon, pour beaucoup de femmes, c'est quand même un rêve je veux dire, d'être payée pour aller faire du shopping. Comment ça se passe? Voilà, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu peut-être les plus et les moins et puis comment tu le vis? Ben, en fait, j'adore parce que c'est vraiment une réelle valeur ajoutée, sachant que je vois un changement, un avant et un après à la fin de la séance. Je vois que la personne est ravie, donc franchement, ça me fait chaud au cœur de voir que j'aide vraiment des gens et que mon métier n'est pas n'importe quel métier qui n'apporte pas de valeur ajoutée. Donc, je suis très contente de faire quelque chose qui aide les gens. Et puis, c'est vrai que c'est super parce que moi, je suis passionnée de mode, j'adore faire du shopping, donc c'est vrai que c'est assez génial de pouvoir être payée pour ça. Et encore plus vu que je suis aussi en contact des clients. Donc finalement, c'est vrai que travailler seul, on a l'impression que c'est assez solitaire comme métier, mais finalement, mon domaine à moi, c'est je rencontre de nouvelles personnes, je crée des liens d'amitié avec certaines. Une de mes clientes m'a invitée à New York, j'ai pu séjourner chez elle. J'ai revu une autre de mes clientes qui vient de San Francisco, qui est arrivée hier de là-bas et qui a pu m'inviter à déjeuner. Enfin, ça crée vraiment des vrais liens et c'est que du bonheur. Franchement, j'adore. Et alors, est-ce que tu as un côté un peu psychologique? Parce que c'est vrai que, bon, des fois, il y a le côté shopping thérapie. Par exemple, voilà, on vient de se faire plaquer, on a une mauvaise nouvelle, on a envie d'aller faire du shopping. Est-ce que toi, ça t'arrive? C'est aussi ce type de cliente? Ah oui, énormément. On est toutes comme ça. À part les hommes, où les hommes n'ont pas vraiment ce côté thérapie, c'est juste qu'ils ont envie de changer en fonction de soit leur métier ou une nouvelle vie. Et en général, ils me font confiance. Ils n'ont pas forcément ce style vestimentaire imposé. Bah, ils me demandent sincèrement, écoute, je te fais confiance, fais-moi des looks. Et voilà. Et est-ce que tu as un côté un peu plus psy du coup? Parce que tu dis que tu as noué des vrais liens. Est-ce que c'est parce que aussi voilà, elles partagent aussi leur côté perso pendant qu'elles font du shopping? C'est exactement ça. En fait, j'ai aussi un questionnaire de style personnalité qui me permet de les connaître énormément. Donc, j'ai 50 questions et ça me permet de les connaître quoi. En une demi-heure, je connais quasiment toute leur vie. Et ça crée aussi un lien de confiance parce que finalement, ils me font confiance parce que je dis la vérité aussi, je suis très honnête. Je dis ce qui va et ce qui va pas.
Et ça aussi, ça aide aussi à créer un lien de confiance. Je suis pas là pour juste complimenter, je suis aussi là pour donner des avis objectifs et voilà. Donc c'est peut-être pour ça aussi. Et est-ce que ça t'est déjà arrivé de bloquer un peu tu vois, tu vois pas le style, de paniquer un peu, de rien trouver ou que la personne n'aime rien? Ça t'est déjà arrivé ce genre de situation? Moi, de rien trouver, non, ça ne m'arrive pas, c'est impossible. Mais j'ai déjà eu deux, trois clientes qui étaient assez difficiles, assez compliquées, qui ne voulaient rien. Ça arrive. Mais qui étaient très contentes à la fin parce qu'elles ont pu essayer plein de choses, mais qui n'étaient pas prêtes finalement. Donc, je pense que c'est vraiment être prête au changement de look plutôt que aimer ou ne pas aimer. Et alors, est-ce qu'il y a quelque chose dans ce métier qui t'a surprise, ou tu vois, tu l'avais pas forcément envisagé avant de le vivre? Parce que parfois on se fait une idée d'un métier et puis après en le vivant c'est différent. Toi, est-ce que t'as eu un petit peu ça? Oui, bah dis-toi que c'est le côté psychologique. T'en as parlé, mais c'est complètement ça. Je m'attendais pas du tout à finir un peu, pas comme une psy, mais comme, enfin voilà quoi, c'est une thérapie finalement, et d'analyser aussi le fond d'une personne parce que, enfin, on parle de tellement de choses qu'à la fin, ça devient quasiment un moment émouvant, de partage, etc. Donc oui, c'est vraiment le côté psychologique qui m'a surprise. C'est vrai que derrière un look et un style, en fait, il y a beaucoup de choses qui se cachent. Ouais. C'est ça. Et alors, tu te développes aussi un petit peu plus côté marque, en plus des particuliers. Donc, tu as par exemple animé un atelier pour Louis Vuitton. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment c'est arrivé? Et puis, est-ce que c'est quelque chose enfin, qui te plaît et que tu as envie de développer? Oui, alors c'est arrivé vraiment par hasard. C'est vrai que je m'étais pas encore orientée marque à ce moment-là. Et puis Louis Vuitton m'a contacté pour animer un atelier colorimétrie pour leurs clients VIP, je me souviens. Et c'est arrivé assez vite parce qu'ils ont eu l'idée assez tard. Donc c'était dans la semaine. Heureusement que j'avais des disponibilités parce que je suis très contente d'avoir pu ajouter Louis Vuitton à mon CV. Et ça s'est très bien passé. J'ai pu accompagner une vingtaine de clients VIP. On a pu créer des palettes de couleurs Louis Vuitton. Enfin, c'était super et c'était une belle expérience de travailler avec une marque de luxe comme Louis Vuitton. Et depuis, j'ai essayé de m'orienter marque et B2B et ça a bien fonctionné. Je trouve que c'est pas mal aussi de démocratiser pardon, mon métier et la colorimétrie aussi avec les entreprises, moins qu'avec les particuliers. Et c'est vrai qu'aussi, je pense que c'est dans l'air du temps un peu tout ce qui est mode durable, bien choisir ses pièces, mieux acheter, moins en quantité. Ça va dans cette optique de voilà, bien choisir ses couleurs pour qu'après voilà, on soit à l'aise avec les couleurs, qu'on ose les porter. Donc, je trouve que c'est vraiment dans la lignée, la tendance de tout ce qui se fait en ce moment Complètement. voilà. Complètement. C'est vraiment le but, c'est de faire un shopping plus intelligent, de moins acheter de façon spontanée, au coup de cœur, pas forcément savoir avec quoi l'associer, vraiment réfléchir avant d'acheter chaque pièce. Et alors, est-ce que c'est possible d'en vivre? Et puis, comment tu te rémunères? Est-ce que tu es à la commission? Est-ce que tu es au fixe? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu t'organises? Aujourd'hui, je n'arrive pas à en vivre, donc malheureusement, c'est peut-être assez peu démocratisé en France pour pouvoir dire que j'arriverai à en vivre peut-être cette année, je pense pas. Mais peut-être que si je développe vraiment le côté marque, j'y arriverai parce qu'il y a beaucoup de budget là-dedans. Mais sinon, j'arrive à me rémunérer vraiment que au niveau de mon service. Je me rémunère par heure. Donc, je peux accompagner 2, 3 heures en shopping. J'ai un tarif fixe pour l'analyse colorimétrique qui dure 1 heure. J'ai aussi des tarifs fixes pour les services à distance et pour le tri de penderie, donc sur demi-journée ou sur journée complète. Et puis, au niveau des commissions, vu que tu m'as parlé des commissions, j'ai essayé de demander avec les marques avec lesquelles je travaille. Mais malheureusement, les vendeurs m'ont donné le contact des personnes qui s'en occupaient et on m'a pas donné suite. Donc, je pense que c'est pas assez peut-être démocratisé. Je sais pas. Donc, peut-être un jour. Quels sont tes projets pour la suite un peu? Comment tu vois l'avenir de Fashwack? J'aimerais bien prendre une stagiaire qui m'accompagnera sur le long terme, qui va vraiment m'aider à développer Fashwack peut-être en agence, parce que c'est vrai que j'aimerais bien créer une vraie agence de conseil en images et pourquoi pas faire de la télévision et remplacer Christina Cordula, la relève de Christina Cordula, comme j'adore le dire.
Et oui, franchement, faire de la télévision, ça pourrait clairement m'aider. Et vu que j'en ai déjà fait et que j'adore ça, ça serait sympa. Quand tu parles d'agence, c'est que tu aimerais avoir peut-être plusieurs personnages shoppers qui travaillent pour toi. Comment tu le vois un peu? C'est ça, ouais, j'aimerais vraiment agrandir l'agence, pouvoir avoir des petits personnels shoppers, des personnes qui m'aident vraiment à booster l'agence. Et alors, quels seraient tes conseils pour les auditeurs qui voudraient se lancer dans la mode un peu, voilà, toi avec le recul, un peu, quels conseils tu donnerais pour réussir? Alors, moi, je conseillerais d'y aller vraiment au culot, ne pas avoir peur de se créer des contacts de cette façon-là, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Le monde de la mode est un monde de requins, il faut le savoir avant de se mettre là-dedans. Les gens sont très sectaires, donc ils vont rester entre eux. On va nous demander des heures et des heures de travail, alors que franchement, ça nécessite pas tant. Et donc ça, je parle des stages, évidemment. Et si on a envie de se lancer en indépendant, faut pas aussi avoir peur du fait que ça fonctionne pas sur les premières semaines, premiers mois, parce que ça ne fonctionne pas, c'est sûr et certain. Et voilà, se créer son réseau, parce que c'est vraiment au réseau que ça fonctionne. Oui, tout prend du temps et c'est vrai que je pense que les opportunités ne vont pas venir à toi en fait si tu le demandes pas en fait. Parfois on n'ose pas demander, mais en fait si on ne demande pas, ça n'arrive pas. C'est ça. Et alors, quel serait ton plus grand rêve professionnel? Est-ce que ça serait plutôt dans l'influence? Est-ce que ça serait plutôt pour ton agence? Voilà, quel serait ton plus grand rêve? Bah, c'est clairement le conseil en image, hein, c'est pas l'influence. C'est pas l'influence qui me vend du rêve, c'est vraiment mon métier de conseil en image parce que c'est mon petit bébé. Je l'ai lancé à 2 ans et demi, ça prend petit à petit de l'ampleur. Et pourquoi pas faire partie du Forbes 40 Under 40 parce que 30 ans, c'est trop tard. Bah, il te reste combien de temps? Il me reste 3 ans, tu sais. Donc vraiment, c'est vrai que ça pourrait être très glorieux d'apparaître là-dessus. Et alors, pourquoi tu penses que l'influence, ça te fait plus rêver? Tu penses que tu as déjà été au top et puis voilà, tu as déjà un peu tout vécu, il y a plus rien à vivre? C'est comment tu le vis? C'est vrai que j'ai vécu énormément de choses. En 4 ans, j'ai fait des voyages presse, j'ai travaillé avec les plus grandes marques de luxe, donc Jean-Paul Gaultier, Louis Vuitton, Gucci quand même. Donc c'est vrai que j'ai l'impression d'avoir fait le tour. Et je pense que le plus gros que je pourrais peut-être essayer de tenter, ça va être l'invitation au Festival de Cannes. Et puis peut-être un jour le Met Gala. Et ça te fait quand même rêver? Bien sûr que oui. Ça, c'est un rêve. Que ce soit dans le conseil en image ou dans l'influence, j'aimerais clairement y participer. Et alors, est-ce que tu vois ton avenir professionnel toujours avec ta sœur? Comment tu vois l'évolution de votre carrière ensemble? Oui, bien sûr, sache qu'on a un autre projet qui est en cours. Ça va être une marque de vintage parce que c'est vrai que la seconde main, c'est le futur et que énormément de marques souffrent d'ailleurs du fait que la seconde main est devenue le choix principal avant d'acheter neuf. Nous, ça va être des ensembles. Donc, ça va être uniquement des pièces en tailleur, en ensemble pantalon, en ensemble jupe, qui sont en 2 pièces finalement, 2, 3 pièces. Et ça va peut-être être lancé en septembre. D'ici là, on essaie encore de pousser le sourcing, de trouver de beaux ensembles en bonnes conditions qui correspondent aussi à notre style vestimentaire et trouver plusieurs tailles aussi pour pouvoir offrir le maximum de choix. Ah oui, grosse exclusivité, Oui. grosse annonce. Donc en fait, vous allez proposer plusieurs ensembles un peu tailleurs vintage. Voilà, exactement. Et comment vous en avez eu l'idée? On a toujours adoré les tailleurs et les ensembles. C'est peut-être notre signature. Dès qu'on a envie de matcher, on va prendre 2 ensembles et on va inverser le haut et le bas. Donc c'était vraiment un peu peut-être la naissance de Duo Chic. C'est un peu ça sera notre nom, Duo Chic. Et on s'est dit, ben, autant sourcer le maximum d'ensembles et en faire une marque. Ah, c'est super sympa en tout cas, j'aime beaucoup l'idée. Donc on va suivre ça sur vos réseaux. Alors, dernière question, c'est toujours la question de la fin. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Le meilleur conseil qu'on m'ait donné, c'est de ne pas avoir peur de parler face cam sur les réseaux sociaux. Parce que de toute façon, on va peut-être être jugé, mais finalement, c'est un peu ce qui aide, c'est de se montrer et de parler face cam, ne pas avoir peur de faire ça, parce que c'est comme ça qu'on noue des liens avec la communauté et les personnes auxquelles qu'on essaie de toucher, notre audience, que ce soit pour toucher des clients ou des abonnés. C'est vrai que j'y arrive
pas énormément et que j'essaie de travailler là-dessus et que dès que j'arrive à parler face cam, je vois une énorme différence. Parce qu'on montre de la confiance. Je sais pas ce qu'on inspire en parlant face cam, mais peut-être qu'ils voient la réelle personne qu'on est plutôt qu'une photo avec un texte, quoi. Un grand merci Iris Sarah, donc je mettrai tous les liens vers tes réseaux sociaux pour que les auditeurs puissent suivre la suite. Merci beaucoup pour tout ce que tu as partagé. Merci beaucoup à toi, Claire-Vie, j'étais ravie. Si vous avez aimé l'épisode, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire si vous écoutez l'épisode sur YouTube. Et si vous écoutez l'épisode sur Apple Podcasts, Spotify ou Deezer, abonnez-vous et laissez une note 5 étoiles et un avis. C'est ce qui donne le plus de visibilité à ce podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager l'épisode sur les réseaux sociaux pour aider un plus grand nombre à oser la reconversion. Si vous souhaitez suivre les dernières actualités du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram @oserlareconversion et pour prolonger la discussion, rendez-vous sur notre groupe Facebook dédié aux auditeurs. Ensuite, si vous cherchez toutes les notes avec les références, allez dans le détail du podcast. Si vous souhaitez devenir annonceur, me proposer un invité ou me poser des questions, je serai ravie d'y répondre par mail à l'adresse partenariat avec un s @oserlareconversion.com.